Monsieur l'ambassadeur, monsieur le gouverneur, monsieur le président, monsieur le secrétaire perpétuel, mesdames, messieurs, en vos titres et qualités, pour que nous ne fassions pas durer trop longtemps la soirée, chers amis, comme vous l'avez constaté, nous avons dû changer de salle pour essayer d'accueillir un maximum d'auditeurs ce soir pour écouter Bernard Cerchilini. Et c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir, bien sûr, au Palais des Académies, mais également en cette occasion qui est la venue de Bernard Cerchilini, qui est, outre le conférencier de ce soir, d'abord et avant tout un membre associé de l'Académie royale de Belgique et à ce titre non seulement un associé mais un participant régulier de nos séances comme encore cet après-midi. Je céderai très rapidement la parole dans un instant à l'administrateur délégué du Collège Belgique, le professeur Jean Leclerc, mais auparavant je voudrais vous donner au moins deux raisons qui me réjouissent de vous accueillir pour cette conférence de Bernard Cerchilini. La première, c'est que, comme vous le savez sûrement, Bernard a été recteur de l'AUF, c'est-à-dire l'Agence universitaire de la francophonie. Et l'AUF est une institution avec laquelle l'Académie royale de Belgique a énormément de contacts depuis de nombreuses années. Et dans un monde où le multilatéralisme est en but à tous les coups possibles et imaginables, nous devons plus que jamais soutenir les entreprises multilatérales, comme par exemple cette agence universitaire de la francophonie, qui défend d'abord et avant tout, non pas l'exclusivité du français, mais d'abord et avant tout la diversité des langues, une diversité qui n'est pas vue comme une addition de silos, d'identités repliées sur elles-mêmes, mais bien comme une diversité qui seule permet l'hybridation, le métissage, et c'est en fait de cela dont il va être question, mon cher Bernard, puisque c'est de nous montrer que les langues sont des organismes vivants qui s'interpénètrent, et si le français n'est que de l'anglais mal prononcé, je rappelle parfois l'inverse, oui. Et je vais vous expliquer pourquoi je pensais déjà à ma phrase suivante. Donc, si l'anglais n'est que du français mal prononcé, parfois le français est aussi de l'anglais mal prononcé. Ce terme magnifique de redingote qui semble être le terme le plus français du monde n'est en fait que riding coat. Et donc, ça va évidemment, ce métissage va dans les deux sens. Donc, l'AUF reste un réseau d'un millier d'institutions qui est essentiel et qu'il faut absolument soutenir, et aujourd'hui plus que jamais. La deuxième raison qui me rend très sensible à la visite ce soir de Bernard Cerchilini, c'est qu'il a, durant toute sa carrière, été non seulement un grand scientifique, un linguiste hors pair, mais aussi un grand vulgarisateur. Il a, que ce soit à la radio, à la télévision, dans ses livres qui sont extrêmement abordables, comme on dit en mauvais français, il a toujours témoigné du souci de mettre à la disposition du plus large public possible une science sans faire le deuil de la nuance, sans faire le deuil de la complexité. Et ça aussi, c'est une des missions des académies. Souvenez-vous, Fontenelle a, durant au moins une quarantaine d'années, durant tout son secrétariat perpétuel, rédigé des rapports, des discussions qui se passaient à l'Académie des sciences pour les mettre à la disposition d'un plus large public. Donc, voilà, c'est une des raisons, deux des raisons pour lesquelles je suis particulièrement heureux ce soir que nous puissions accueillir Bernard Cerchilini. Et je vais passer maintenant la parole à Jean qui va le présenter
Et puis, nous aurons l'occasion, alors, les académiciens de l'Académie royale de Belgique sont un petit peu privilégiés. Ils ont déjà eu l'occasion d'entendre en cénacle plus restreint le contenu du livre. Et j'espère que, si vous ne l'avez déjà fait, vous aurez l'occasion de lire le livre de Bernard Cerchilini qui porte exactement le même titre, c'est-à-dire donc... voilà. Bonne soirée. Eh bien, messieurs les secrétaires perpétuels, monsieur l'ambassadeur, monsieur le gouverneur, monsieur le président de l'Académie, monsieur le délégué général honoraire, monsieur le recteur, mesdames et messieurs, les directeurs et présidents de l'Alliance française et de l'Agence universitaire de la francophonie, mes chers consoeurs, mes chers confrères, mesdames, messieurs, chers amis du Collège Belgique. Nous recevons ce soir, monsieur le secrétaire perpétuel vient de vous le dire, un homme d'exception, un linguiste, un chercheur, un professeur, mais aussi un écrivain, un grand amoureux et un homme gourmand de la langue française qui a certes parcouru beaucoup de pays, mais qui a parcouru aussi beaucoup de dictionnaires, de Dakar, d'Alger, de Montréal, de Louisiane et aussi de Bruxelles, pour en rapporter les francophonismes, tous ces mots, gorgés de couleurs, de poésie, de nouveautés et aussi d'histoire. Ce qui vous a fait déclarer un jour, mon cher confrère, que vous verriez bien, je vous cite, au bord de la Seine, une académie francophone, habits verts et boubou. J'ai trouvé que cette solution était tout à fait remarquable. Mesdames, Messieurs, le parcours de notre conférencier est tellement impressionnant que je me suis demandé comment vous le présenter. Alors je ne pourrais le faire que très synthétiquement et qu'il m'en pardonne. Mais il est évident que notre orateur est un homme aux multiples provenances, et notamment celle d'un grand-père paternel, d'ascendance italienne de la région de Pérouse en Ombrie. Il porte donc le nom des Cerchilini, les reliant au mot latin « quercus », qui s'est disséminé, comme disent les linguistes, en quercus et puis en Cerchilini, c'est-à-dire le petit, le tout petit chêne et le chêne vert, bien entendu. Mais si la racine du quercus remonte à l'indo-européen, c'est pour le lier mythologiquement, ce petit chêne vert, au nom de l'orage. Et il ne faut pas oublier non plus que par ce mot, les poètes latins désignaient les vaisseaux. Et que mieux encore, ils désignaient cet arbre lui-même qui donnait ses feuilles pour dresser et tresser les couronnes dont les latins usaient pour distinguer les citoyens les plus insignes. Nomen, omen, il y a sans doute quelque chose de votre destinée dans ce nom. Et puis, il y a le côté germanique de l'homme, Bernard. Bernhard en allemand, l'ours fort et courageux, cet homme que vous êtes et qui peut-être parce qu'il a grandi d'ailleurs au sein d'une famille de charpentiers en fer, a été suffisamment fort et charpenté pour mener, je vais y revenir, une remarquable double carrière d'universitaire et de haut fonctionnaire et je dirais même de grand serviteur de l'État. Alors notre conférencier commence sa formation à l'école normale supérieure de Saint-Cloud, puis il est agrégé de lettres modernes, il est docteur ès-lettres de l'université d'Aix-Marseille sous, je me permets de le préciser, la direction d'un très grand maître, le professeur Jean Stefanini, qui était certes un très grand médiéviste, mais qui était aussi un scientifique d'exception qui très tôt, de façon tout à fait originaire, avait ouvert ses champs de recherche à la linguistique moderne. Et puis, notre conférencier enseigne l'ancien français à l'université Paris 8 et puis à l'université Paris 7 Diderot. Il enseigne également à l'université d'État de Louisiane, où il est le directeur d'un important centre de recherche sur les études françaises et sur la francophonie. Et puis il est professeur dans notre chère Université libre de Bruxelles pendant plus d'une dizaine d'années, et il y a dans cette salle de vos anciens élèves. Et puis, bien entendu, notre professeur a beaucoup de distinctions. C'est un docteur honoris causa dans beaucoup d'endroits. Mais je cite les noms les plus beaux, Ouagadougou, Ziguinchor, Sichuan, et puis il y en a tant d'autres. Et puis, chers confrères, il y a effectivement le serviteur de l'État.
Et je me plais vraiment de le mentionner ce soir en vous présentant. En 1985, M. Jean-Pierre Chevènement vous propose la direction de l'enseignement primaire. C'est un département extrêmement important du ministère de l'Éducation nationale en France et vous y avez donc des fonctions de directeur. Et puis vous êtes nommé par Michel Rocard, délégué général à la langue française et aux langues de France. Et puis vous le serez aussi une deuxième fois sous l'impulsion de Lionel Jospin. Vous êtes aussi, et vous avez été aussi, le vice-président du Conseil supérieur de la langue française. Alors bien sûr, ce sont des fonctions, mais il y a toujours avec notre conférencier des actions très précises et singulièrement des rapports. Par exemple, ce rapport qui répertoriait les 75 langues de France et les territoires hors de l'Hexagone. C'est d'ailleurs à notre conférencier, professeur Cerchilini, que nous devons cette expression « langue de France » pour en faire un patrimoine et un bien immatériel de la nation. Et puis, il y a des fonctions aussi qui ont donné lieu à des rapports extrêmement importants et qui ont fait date. Rapports sur la réforme de l'orthographe, sur la féminisation des noms de métiers et des titres. Et puis, des fonctions qui ont aussi permis de prendre des décisions majeures. Par exemple, une que je pense fondamentale. Vous avez convaincu le CNRS français de rendre gratuit sur Internet le plus beau dictionnaire de la langue française, le trésor de la langue française. Et c'est évidemment un prodige pour tous les étudiants et bien entendu les professeurs. Et puis, Monsieur le secrétaire perpétuel l'a dit, vous avez été recteur de l'Agence universitaire de la francophonie de 2007 à 2015, une longue mandature où vous avez donné littéralement votre vie à la francophonie universitaire. Alors, il faudrait encore parler de beaucoup de choses, il faudrait parler de l'Oulipo, il faudrait parler de l'émission de TV5 Monde. Merci, professeur, que nous regardons toujours avec beaucoup d'attention. Il faudrait aussi parler de tous vos ouvrages, des ouvrages très savants, par exemple l'édition critique du roman du Graal, par Robert de Boron sur un manuscrit très spécifique, celui de Modène, des traductions importantes de Noam Chomsky, et puis des titres d'ouvrages qui font rêver. La ministre est enceinte, la grande querelle de la féminisation des mots, et puis un titre tout à fait génial, le roman de l'orthographe, au paradis des mots avant la faute. Votre production littéraire et scientifique, cher professeur, est considérable. Et comme toujours, c'est la langue française dans toutes ses mutations et la francophonie qui sont au cœur de toutes vos recherches. Le français comme parler politique, le français comme langue littéraire, et puis aussi ce français comme langue qui est d'abord multiforme et puis qui devient strictement normée par la création de l'Académie au début du XVIIe siècle. Et il est vrai que, et c'est sans doute pour cette raison qu'il y a tant de monde qui vient vous écouter ce soir, vous êtes un linguiste, rodé aux grandes théories de la langue, comprises comme une architecture de son et de forme, mais en même temps, vous êtes aussi un historien qui est exigeant en matière de connaissances historiques de la langue. Et grâce à vous, monsieur le secrétaire perpétuel le disait, grâce à vous, et surtout dans ces temps tristes qui sont les nôtres, eh bien, les langues sont tout sauf xénophobes, parce que vous passez du temps à nous montrer que l'on peut s'enrichir au contact d'autres langues, et ceci est tellement important puisque avec vous, il n'y a pas de repli identitaire. Nous sommes toujours résolument tournés, non pas vers le passé, mais vers l'avenir de la langue française. Alors ce soir, nous allons en avoir une illustration, ce livre qui est en fait un livre à la fois anti-Brexit, et puis qui est aussi une claque à tous les grincheux et tous les plaintifs de la langue française. Alors bien sûr, c'est encore une nouvelle fois une histoire de la francophonie, mais pas au niveau habituel, quantitatif, que l'on nous rabâche constamment, parce que vous avez choisi d'étudier le versant qualitatif de la chose, c'est-à-dire le versant morphologique de cette histoire tout à fait incroyable d'un croisement généreux. Et en ce sens-là, le travail que vous faites grâce à cet ouvrage et cette conférence de ce soir est très important par les temps qui sont les nôtres, parce que vous montrez en réalité que le français a fourni à l'anglais sa couleur, son originalité, son prix aussi. Et il y a beaucoup de personnalités ce soir, des ambassades culturelles notamment. Ceci est très important évidemment pour la langue française parce que vous montrez qu'il y a eu aussi dans ce croisement
un vocabulaire abstrait que le français a proposé, le lexique du commerce, le lexique de l'administration, les termes du droit et les termes de la politique aussi. Et c'est tout cela qui a fait de l'anglais, grâce au français, une langue internationale, recherchée, employée et estimée comme telle, avec finalement cette thèse très audacieuse que vous soutenez, que l'anglais doit au français son rayonnement mondial. Alors, comme le dit tous les soirs cette émission, enfin toutes les semaines cette émission de TV5 Monde, merci professeur. Je suis très ému. Merci pour ces mots qui m'émeuvent beaucoup. Messieurs les secrétaires perpétuels, monsieur le président, monsieur l'ambassadeur et ses collaborateurs, monsieur l'ambassadeur de France et ses collaborateurs, monsieur le gouverneur, mes chers consoeurs, mes chers confrères, mes chers amis, mon émotion est forte ce soir et mon honneur d'être ici, invité du Collège Belgique, cette entreprise merveilleuse de l'Académie royale de Belgique, une académie pour laquelle j'ai une vive estime, une profonde gratitude et une grande amitié. C'est mon académie et je la remercie. Mesdames et messieurs, je suis venu vous présenter les idées principales de ce petit livre, donc publié l'an dernier dans la collection Inédits Essais de Gallimard, folio consacré à la langue anglaise. Le prochain, j'en corrige les épreuves en ce moment, paraîtra en septembre dans la même collection. Et ce sera un livre consacré à la réforme de l'orthographe, à la fois nécessaire et totalement impossible. Et là, donc, il s'agissait de reprendre une phrase que Clémenceau aimait à citer. La langue anglaise n'existe pas, c'est du français mal prononcé. Relisant, au moment où j'écrivais ce livre, relisant le Vicomte de Bragelonne d'Alexandre Dumas, j'ai trouvé la phrase dans la bouche de d'Artagnan, en mission secrète à Londres. Et il dit à Porthos, mais tu ne comprends pas le menu du restaurant. Anachronisme, il n'y avait pas de menu. Bon, anachronisme de Dumas. Tu ne comprends pas le menu, mais ne t'inquiète pas, l'anglais, c'est du français mal prononcé. Ce qui prouve que Georges Clémenceau avait de bonnes lectures, puisqu'il lisait Dumas. Et il nous a régalé de tant de jolis mots d'esprit, Georges, qu'on peut continuer à lui attribuer cette phrase. Ce que je fais, je ne sais pas du tout. J'ai fait un pauvre point, il est poverino, vraiment. Voilà, donc voilà, je suis capable de faire ça tout au plus. Et donc, sur la place du français dans l'anglais, comme dans la culture britannique, puisque Dieu est mon droit, comme vous voyez, n'est pas la devise d'un boxeur pieux, mais du roi d'Angleterre. Alors, la chose est bien connue. Voici des mots anglais que vous reconnaissez, bien sûr. Age, advantage, air, approach, balance, beauty, blame, cage, chair, charge, city, country, cruel, different, fine, flower, fruit, gain, et ainsi de suite. Voici des mots parfaitement anglais de tous les jours, et on peut aussi les prononcer autrement. Âge, avantage, air, approche, balance, beauté, blâme, cage, chair, charge, cité, contrée, cruel, différent, fine, fleur, fruit, gain, ainsi de suite. C'est une idée bien connue qui est selon laquelle 40 à 50% du vocabulaire de l'anglais vient du français. J'ai repris cette idée, bien sûr, dans ce livre, mais au quantitatif, et Jean a bien voulu le signaler dans ces mots trop aimables qu'il m'a consacrés. Mon apport personnel de ce livre est plutôt de voir le côté qualitatif.
Ce n'est pas seulement, et on le verra à plusieurs reprises, le lexique anglais n'est pas seulement majoritairement français, le français a donné à l'anglais tout le vocabulaire qui lui a été nécessaire pour le commerce, l'administration, la justice, la politique, la religion, mais aussi, et je progresse dans cette idée, le vocabulaire qui lui a permis d'être une langue moderne, de dire la modernité et de devenir une langue internationale. Si l'anglais est une langue internationale, c'est parce qu'il a des mots qui viennent du français. Après tout, les Nations Unies, Organization of United Nations, c'est trois mots français. Organisation des Nations Unies. Et quand on prend le français diplomatique, monsieur l'ambassadeur, le français international, l'anglais, on est dans du français. Et c'est donc qualitativement, intrinsèquement, et mon confrère l'a dit, que l'anglais, c'est d'abord du français. Alors pourquoi? Vous le savez bien. Pourquoi? Parce qu'une flèche s'est adroitement fichée dans l'œil d'Harold. Une flèche normande. D'ailleurs, tout à l'heure, je dirais que l'anglais, c'est même plus du normand que du français. Et une flèche adroitement normande s'est fichée dans l'œil d'Harold. Vous le savez tous, Édouard le Confesseur, qui était en fait normand, qui a vécu toute sa vie en Normandie, n'avait pas d'héritier. Son héritier devait être le comte Harold. Il lui avait laissé entendre que les choses se feraient ainsi, mais discrètement, Édouard le Confesseur s'était rapproché de Guillaume, comte de Normandie, pour lui laisser entendre qu'il le verrait bien comme successeur. C'est très habile de la part d'un roi de mener une guerre entre deux prétendants. De fait, dès que Édouard est mort, Guillaume de Normandie a préparé une invasion, une descente en Angleterre, poussé par les promesses d'Édouard, poussé par son ambition personnelle et légitime, poussé aussi, il faut le dire, par le rayonnement normand au XIe et au XIIe siècle. C'est la grande région de culture, de dynamisme et d'économie de l'Europe occidentale. Je rappelle que 10 ans après, les Normands, avec Roger, rentrent en Sicile et vont conquérir la Sicile, où ils vont laisser un bagage culturel immense. Ils sont aussi au Portugal, ils sont en Espagne du Nord. Au fond, l'invasion de l'Angleterre par les Normands n'est qu'un aspect de ce grand rayonnement d'une culture qui nous a apporté la chanson de Roland, les églises arabo-normandes de Palerme et l'anglais. Non, finalement, l'anglais est une invention des Normands, avec tant d'autres choses. Et donc, pour faire les choses très rapidement, à partir de 1066, on a là une colonisation, c'est-à-dire que l'aristocratie normande s'installe en Grande-Bretagne, elle a les terres, elle a le pouvoir, elle a l'Église, elle a la justice, et l'aristocratie vient avec sa langue. Et la langue, c'est du français, ou plutôt, c'est du normand. Du normand qui se colore peu à peu de termes anglo-saxons et que les linguistes ont l'habitude d'appeler de l'anglo-normand. On va donc avoir une situation que nous appelons, dans notre jargon professionnel, diglossie, c'est-à-dire qu'il y a deux langues en présence, la langue du peuple qui est le saxon, et un peuple qui comprend la langue du maître et qui peu à peu l'apprend, et une langue de prestige, la diglossie est toujours hiérarchisée, ce qui est l'anglo-normand, parlé par les maîtres, les évêques, les grands propriétaires fonciers, mais qui aussi comprennent le saxon du peuple, ne serait-ce que pour leur donner des ordres. Donc on a une diglossie pendant plusieurs siècles d'une aristocratie dont la langue de base, c'est l'anglo-normand. Et ça, jusque vers 1260. Alors, la date est importante parce qu'à partir de 1260, les linguistes s'intéressent beaucoup moins à l'anglo-normand. Je vais y revenir, moi, beaucoup plus, parce qu'à partir de 1260, on considère que l'aristocratie normande qui gouverne la Grande-Bretagne n'est plus de langue maternelle anglo-normande. Elle est passée à l'anglo-saxon coloré de français, et il n'y a plus de transmission de la mère à l'enfant. Donc comment le français
résiste-t-il? Par l'école. Et de 1260 à environ 1400, une longue période, le français en Grande-Bretagne s'apprend à l'école. Et c'est la grande langue toujours de l'administration, de la politique, de la religion, du commerce, mais c'est une langue seconde. J'y reviendrai à la fin, c'est important. Donc en fait, pour moi, on a une période 1066-1260 d'anglo-normand, langue encore maternelle, du normand transféré tel quel en Grande-Bretagne, coloré peu à peu et transmis de la mère au nourrisson, puis de 1260 à 1400, ce que j'appelle de l'anglo-français, du français qui est appris à l'école et qui est utilisé tous les jours dans les professions. Et à partir de 1400, ce français n'est plus utilisé et j'ai pris comme date ultime le couronnement de Henri V, 1413, où l'anglais est langue officielle. Donc c'est-à-dire que pendant plusieurs siècles, la Grande-Bretagne a été bilingue en situation de diglossie avec une langue de prestige et une langue populaire, les élites parlant français, un français de langue maternelle, puis de langue scolaire. Alors, cette situation, plusieurs siècles de diglossie, le peuple apprenant un français qui est le français de l'élite et colorant son propre saxon, explique plusieurs choses. Explique d'ailleurs d'abord le nombre d'emprunts, c'est-à-dire que la diglossie, le mélange des langues et le prestige du français est tel qu'on a des emprunts énormes à l'anglais dans la langue, au français dans la langue anglaise. Alors, dans tous les domaines, je vais prendre quelques exemples. Dans tous les domaines de la vie quotidienne, de la vie administrative, on a des mots d'origine française. Alors, au passage, on va voir, j'y reviendrai, qu'ils sentent le français médiéval et le français de Normandie. Peace, c'est l'ancien français pace, la paix. Hein? Peace, c'est la prononciation médiévale. War, ça c'est très joli parce que peace and war, c'est la guerre, mais en normand, on n'a pas un ge à l'initiale, mais on a un we, et surtout, ce we ouvre le e devant r. On ne dit pas la mer, mais la mare. Les paysans de Molière, le Piaro de Molière est au bord de la mare. Et donc, la guerre en normand se dit la war. Et la war a donné l'anglais war, qui n'est pas du tout saxon. Il ressemble à un mot saxon, comme dirait Monsieur le Perpétuel, ça ressemble à un mot saxon, mais c'est un mot français. Oil, c'est l'huile, bien sûr, naturellement, avec une vieille diphtongue et pas ce H que l'on a ajouté, l'orthographe française a ajouté par erreur un H à huile. Plate, c'est le plat. Porridge, très intéressant, porridge, c'est l'évolution du mot potage, hein, le potage du matin. Sans doute que ce potage était constitué d'une soupe de poireaux, car on pense que potage et poireaux croisés ont donné porridge. To dress, s'habiller, vient du français dresser, dresser un habit, d'où adopter un habit, s'habiller. Fashion, c'est la façon de s'habiller, d'où la mode. To cure, c'est de façon transparente, curer, soigner. Disease, c'est le vieux mot médiéval qui a disparu, la désaise, qui est le contraire de l'aise, la désaise. Et enfin, travel, c'est le travail. Alors vous voyez qu'au passage, certains mots ont été empruntés tels quels, puisque pace a donné peace, ou huile a donné oil, mais d'autres montrent un changement sémantique. J'y reviendrai plus tard, puisque plate, c'est le plat en français. Le plat a donné quelque chose qui se traduit par assiette. Donc on est passé du plat commun ou du plat dans lequel on se sert à la portion individuelle. De même, dress, dresser, on dresse une table, on dresse un monument, mais on ne dresse pas un habit dans le français. C'est en anglais, dans le français d'Angleterre, que le sens a évolué. Et le plus bel exemple, c'est travail. Hein, travail qui, dans le français continental, n'a jamais eu le sens de déplacement. C'est dans le français d'Angleterre
qu'il a pris ce sens. Donc, on voit déjà, Monsieur le Perpétuel disait, comment les langues échangent, bougent, mais elles bougent ensemble. C'est-à-dire que le français a donné des mots dans le même sens, passé tel quel, et puis aussi avec tout ce travail de la langue qui est passionnant à étudier. Comment on est passé de travail à travel, du labeur au déplacement. Alors, je pourrais donner d'autres exemples, il y en a des milliers de mots anglais qui viennent du français. Alors, ce qui prouve aussi, pour parler de métissage, pour reprendre le terme de Monsieur le Perpétuel, le métissage des langues. Un mot comme gentleman mélange les deux. Man, c'est un mot saxon, on l'a en allemand et en néerlandais, mais on a mis devant l'adjectif gentle. Gentleman, c'est un mot à la fois roman et saxon. Ou le fameux beefsteak. Le beefsteak, c'est du bœuf et un steak. C'est le bœuf et un steak. Alors, autre conséquence, d'une part, donc un vocabulaire massivement emprunté au français dans tous les domaines. Deuxièmement, des mots, je l'ai dit, des mots communs. Et surtout la dualité. Là, ça devient intéressant parce qu'on voit comment les emprunts sont toujours pris au filtre du social, de la hiérarchie. Au début du roman de Walter Scott, Ivanhoe, deux porchers discutent. Et l'un dit à l'autre, tu sais, nous élevons des pigs. Ouais, dit l'autre, ouais, on élève des pigs, oui. Ben, tu sais, les seigneurs, là, normands, c'est pas des pigs, ils disent des porcs. Ah bon, dit l'autre? Oui, ils disent des porcs. Tu sais, tu comprends, un pig, c'est un animal qu'on élève. Mais ceux qui le mangent l'appellent porc. Et Ivanhoe de Walter Scott, c'est un grand roman de résistance à la colonisation normande, en quelque sorte, écrit à l'époque romantique, bien sûr. Et Walter Scott est un des premiers à se rendre compte que pig, c'est le cochon qu'on élève. Et ceux qui le mangent l'appellent autrement. Et l'appellent d'un mot français, porc. Et ça, c'est assez systématique. Et c'est une des richesses de la langue anglaise. Il y a d'éminents anglicistes dans la salle. L'anglais a un vocabulaire immense et qui vient aussi du fait qu'il y a deux couches de vocabulaire et avec des valeurs différentes. Alors, pour la première partie, le premier cartouche, on voit donc c'est systématique. Ox, c'est le bœuf d'élevage et beef, c'est celui qu'on mange. De même pour sheep et mutton, ainsi de suite. Bien. Mais par ailleurs, ce qu'ont bien vu les deux porchers de Walter Scott, c'est que ce n'est pas la même chose que désigne un mot saxon et un mot normand. Woods sont les bois où les paysans vont chercher, ramasser du bois mort, des branches et des glands. Forest, c'est l'endroit où on chasse. On chasse dans la forest. Et dans le roman de Walter Scott, c'est très clair. Les seigneurs chassent en forest et les paysans s'occupent des woods. To buy, to purchase. To buy, c'est acheter. C'est le vieux mot saxon ordinaire. Purchase, c'est acquérir, c'est acheter noblement. Un autre exemple que j'ai pris, to worship, adorer une divinité, et to adore. To adore, c'est l'adoration, c'est l'amour transi. Il y a une chanson où Sinatra dit « I adore you ». Et dans la bouche de Sinatra, c'est extraordinaire. « I adore you, I love you and I adore you ». Vous voyez ? Et les écrivains anglais ont cette chance de pouvoir jouer sur les registres. Et on peut écrire un roman anglais vraiment saxon, en utilisant donc Woods, Buy, Worship, un roman plutôt français, et certains l'ont fait, et puis on peut jouer des deux. On peut jouer des deux avec des différences de registre. Le mot saxon est généralement plus pratique, plus commun, et les mots d'origine française plus nobles, plus abstraits, plus éthérés, ainsi de suite. Voilà. Alors, je ne sais plus où j'en suis, voilà. Excusez-moi, voilà. Ouais. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'ai dit, on a pris un exemple, je cherche mieux, voilà. Il s'agit donc, pendant plusieurs siècles, d'emprunts qui passent à la langue anglaise. Dans toutes les langues du monde, toutes les langues empruntent
c'est normal et c'est un signe de vitalité. Mais quand un mot est emprunté par une langue, il passe rarement tel quel au plan du son, au plan du sens. Il y a une adaptation parce que quand on emprunte, c'est parce qu'on a besoin du terme et on l'adapte à ses réalités. Et le français est passé dans la langue anglaise, il a été adapté, on le verra, par l'anglais, mais aussi il a pu continuer à évoluer sur le continent. On a donc des emprunts passés à l'anglais qui, dans le plan de leur source et de leur souche, évoluent différemment. Du coup, on a l'impression que l'anglais, parfois, laisse entendre ce qu'était le français médiéval. L'ancien français, on l'entend un peu dans l'anglais. L'anglais, en quelque sorte, a figé le français. Alors, on peut le montrer différemment. Des mots disparus. Par exemple, la soldée médiévale, qui est la paix que l'on donne à un mercenaire. La soldée, on dit maintenant une solde. La soldée a donné le vieux mot médiéval, le soldier. Le soldier, c'est le mercenaire qui est payé pour combattre. Le soldier, le mot est passé à l'anglais. Soldier, tel quel. Mais ensuite, il est passé à l'anglais, où il n'a plus bougé. Mais le mot soldier a connu au XIIe siècle, au siècle suivant, le phénomène phonétique bien connu du L devant consonne, donc c'est devenu un soudier, bien attesté, et le soudier, commettant bien des violences et bien des crimes, a pris un suffixe péjoratif en français, c'est devenu le soudard. Le soudard, qui a eu une réputation tellement mauvaise qu'à la Renaissance, on a à sa place adopté un mot italien, celui qui est payé en italien, il soldato, hein, le soldato italien a remplacé le soudard, d'où le mot français soldat, qui est en fait un emprunt à l'italien, puisque l'italien a donné au français pratiquement tout le vocabulaire militaire au XVIe siècle, du soldat au colonel. Et donc, l'anglais dit encore soldier, ce qui n'est pas péjoratif, c'est un mot courant, comme private, soldier, qui date de la forme médiévale, laquelle a disparu du français au profit de soldat. Donc, toute une série de mots qu'un médiéviste connaît sont dans l'anglais, mais ne sont plus dans le français. Donc, il y a un côté archéologique de la langue anglaise. Des sens ont changé aussi. Tout à l'heure, je montrais que plate, qui désigne un plat en français, en anglais, désigne la portion individuelle, ce que nous appelons l'assiette, qui désigne au départ la façon d'être assis à table, la place à table, puis ce que l'on reçoit, l'assiette. Ne pas être dans son assiette, c'est être mal assis. Donc nous disons assiette. Le plat est comme l'anglais a fait évoluer, et c'est plate, c'est la portion individuelle. Un autre exemple qui est très intéressant, le latin cava désignait un fossé, une caverne, d'où l'ancien français cave, qui désigne simplement une grotte, un fossé. Le mot est passé en anglais, qui a donné cave. Et cave, en anglais, c'est une caverne, une grotte. Donc, c'est le sens médiéval figé. On en est là. Parallèlement, en français, depuis, le mot cave, qui désignait une cavité, a désigné la cavité sous la maison, où l'on garde les pommes de terre, le vin. Naturellement, je suis lyonnais, on met le vin à la cave, et le mot a complètement évolué pour désigner une partie de la maison. Il a été remplacé par grotte, ou par caverne, ou par cavité, et des mots de cette famille, mais en tous les cas, la cave, ou la cave, comme on dit chez moi, n'a plus du tout le sens médiéval que l'on a encore dans l'anglais cave. Voilà. Alors, autre chose, donc des mots globalement ont disparu du français, sont restés dans l'anglais. Des sens sont anciens, mais aussi un son. Ce qui est intéressant, c'est quand on entend l'anglais, on entend certains sons
des 11e, 12e, 13e siècles. Par exemple, les affriqués. Bon, les linguistes appellent affriqué un groupe de 2 consonnes, une consonne dentale et une consonne fricative, comme dje. Les langues romanes, et l'ancien français est une vraie langue romane, les langues romanes ont des affriqués. C'est-à-dire que le latin gentilis avait une consonne dure à l'initiale, gentilis. Gentilis a donné, par une palatalisation, excusez-moi d'être technique, a donné un bas latin gentilis qui a donné des formes en gent. Exemple italien, gentile. Gentile en italien, gentile. Et donc, en ancien français, on devait normalement prononcer gentil. C'est clair. Il s'est passé qu'à partir de la fin du XIIIe siècle, en français du moins, pas en italien, les affriqués ont été réduites, c'est-à-dire qu'on est passé de je à je. La partie consonantique dentale a disparu. Et donc, on a, en ancien français, on disait gentil, on est passé à gentil, avec une consonne palatale simple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que naturellement, l'anglais, ayant entendu gentil, et le mot rentrant dans la phonologie de l'anglais, ne suivait pas les lois phonétiques du français. Il était en quelque sorte intégré une autre langue, et donc l'anglais dit gentle. Et on entend l'afriqué médiéval. Alors, on a toute une série à la sonore à l'intérieur. Là où nous disons une loge, on devait dire au XIe siècle une lodge. En tous les cas, l'anglais lodge. Le boucher, alors ça c'était à la sonore, à la sourde, le boucher devait être naturellement un butcher. Un butcher. L'anglais butcher. Et c'est systématique. C'est-à-dire que l'anglais a adopté nos affriqués. Il témoigne de nos affriqués. Si on veut connaître l'histoire du français, il faut aller voir l'anglais. Voilà. L'anglais, c'est de l'ancien français, quelque sorte. Voilà, c'est de l'ancien français. Bien prononcé, bien prononcé. Alors, un autre exemple, mais on pourra en prendre de nombreux, c'est le S devant consonne. Ce S devant consonne qui vient généralement du latin et des mots d'origine franque. Ce S devant consonne a disparu autour du XIIe siècle. La forest est devenue une forêt avec un allongement compensatoire de la voyelle. Et donc, on a prononcé une forêt assez longtemps, à tel point qu'au XVIIIe siècle, l'Académie française, dans l'édition de 1740, a marqué d'un circonflexe la disparition de ce S, et aussi a marqué, puisque c'était un phonéticien, l'abbé d'Olivet, qui préparait l'édition, a marqué l'allongement. En plus, d'Olivet était jurassien, donc il devait avoir des voyelles extrêmement longues. Je pense que d'Olivet, la forêt, voilà. Donc, vous voyez, confier un dictionnaire de l'Académie française à un jurassien, c'était pas la méchante chose à faire, mais en tous les cas, voilà, au moins l'Académie a adopté le circonflexe pour montrer l'allongement que l'abbé d'Olivet devait entendre sur le « est » qui précédait un « s » disparu. En tous les cas, voilà l'évolution. On dit maintenant une forêt, tout simplement, avec un « est » bref, bien sûr. Mais l'anglais a gardé naturellement « forest ». Et quand au XIe siècle, le mot est rentré en anglais, il se prononçait « forest », il est resté tel quel. Et on a toute la série « crest »,« forest »,« beast », ainsi de suite. Et donc, l'anglais témoigne bien de la prononciation du S devant T avant le XIIe siècle. Voilà donc, en quelque sorte, l'anglais comme musée de l'histoire du français. Il donne une bonne image de ce que l'on prononçait au XIe, XIIe siècle. Alors, on peut aller un peu plus loin encore, si vous avez quelques minutes, parce que, comme je l'ai dit, Guillaume était Guillaume de Normandie avant de devenir Guillaume le Conquérant. Et il a rassemblé une armée qui était principalement faite de Normands et avec quelques Picards. Et en fait, le grand linguiste du XIXe siècle, Jaurès,
a dessiné une ligne qu'on appelle la ligne Jaurès, qui délimite ce qu'on appelle le normand. Ça va de Granville jusqu'à la frontière belge actuelle, en passant par Rouen, Fécamp. Au nord de cette ligne, on a des traits phonétiques qui distinguent le normano-picard, en quelque sorte, avec des traits qu'on retrouve en wallon, bien sûr. Donc, en gros, on pourrait dire, à la louche, normand, picard, wallon, des traits communs, qui disent que l'on n'a pas au sud de la ligne de Jaurès. On n'a pas au-dessous de cette ligne. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ce français-là de Normandie qui est rentré en Angleterre et qui a été emprunté par la langue anglo-saxonne. Alors, quels sont les traits rapides de cette zone dialectale normano-picarde? D'abord, la voyelle, la diphtongue « ei » qui s'est maintenue. Comme vous le savez, le E latin a eu en français, et non pas en italien, en espagnol, en portugais, une destinée spectaculaire, puisque le E long latin, prenons le mot « uella », V-E-L-A, uella, il s'est brisé. Il s'est brisé à cause sans doute de l'influence germanique, donc il est devenu uella, est devenu veilla, puis veil, veil. Donc en très ancien français, on a veil. Le E est devenu EI. Et puis, dès le XIIe siècle, il passe à OI. Donc, me donne mei, donne moi. Et la graphie MOI, du pronom moi, date du XIIe siècle. Et puis, il a continué à évoluer. Ouais, moué. Le pauvre Louis XVIII qui rentre d'exil et qui n'a rien appris, rien oublié, arrive en disant « le roué, c'est moué ». Et tout le monde rit, y compris les membres de sa cour, car entre-temps, le peuple et la bourgeoisie de Paris avaient pris le pouvoir pendant la Révolution et avaient imposé la prononciation parisienne du XVIIIe siècle, c'est-à-dire « ouah ». Donc on est passé de « e » à « ei », à « oi », à « oe », à « oe » et à « ouah ». Le français est une langue un peu pour oulipien quand même, je veux dire que dans toutes les autres langues normales, comme l'italien et l'espagnol, on dit « me », « per me ». Ben non, on dit « per moi », « pour moi ». D'ailleurs, au passage, notez qu'on écrit « oi », ce qu'on prononce « wa », ce qui est une des merveilles de l'orthographe française quand même. Hein, voilà. Donc, voilà l'histoire du son « e ». Et il a eu donc sa première version... Pardon ? En anglais, on dit I. Oui, alors bien sûr, il y a plusieurs emprunts. C'est ça. Alors ça, parce que ce n'est pas que du normand qui est passé. Donc en anglais, on a oi, c'est-à-dire qu'on a aussi l'emprunt qui date du XIIe siècle. Exactement, madame, exactement. C'est-à-dire qu'on a des emprunts normands du XIe siècle et c'est EI, donc c'est très archaïque, d'où l'anglais veil. Et puis on a des emprunts du siècle suivant où EI est passé à oi, vous me suivez? Et donc on dit oi, joy. Joy. Hein? Si ça avait été du normand, les Anglais auraient dit jay. Mais comme ça a été emprunté, eh oui, c'est joy. Maintenant, nous disons joie. Donc en quelque sorte, l'anglais a fait son marché dans le français. Il a emprunté du normand du XIe siècle, veil. Il a emprunté du français du XIIe, joy, ainsi de suite. C'est formidable. Pour un historien de la langue, l'anglais est une belle histoire du français. Voilà, c'est une belle histoire du français. Ah donc voilà un exemple. L'autre exemple bien connu, dans la ligne au-dessus de Jaurès, c'est-à-dire que le « que » suivi de « a », qui passe à « che » en français, reste « que ». Donc, latin « carum », ça donne en français un « char ». En Normandie, un quart. Encore maintenant, hein, absolument, un quart. Et donc, d'où l'anglais car. L'anglais car, c'est du normand. Si ça avait été du français, ça aurait été char. Et donc, systématiquement, l'anglais a adopté une forme normande. Donc, le château, forme moderne, ancien français chastel, normand castel, anglais castle. Voilà. Mercatum, marchier en français, marqué en normand, et on dit encore aller au marquet, aller à le marquet en Normandie, anglais market.
Voilà. Donc ça, c'est classique. On a des emprunts du nord de la ligne de Jaurès. Autre exemple inverse, où en normand, le S à l'initiale ou intervocalique est palatalisé en che. Hein? Donc, en Normandie, on dit des cheriges. L'anglais, cherry. Hein? Le se initial passe à che. Et plus magnifique exemple, le mushroom, qui désigne le champignon, c'est pour étymon le mousseron. Mais le mousseron prononcé à la normande, c'est-à-dire moucheron, puisque le S intervocalique est palatalisé. Donc vous prenez un mousseron français, en Normandie c'est un moucheron, avec Guillaume de Conquérant, il devient un mushroom anglais. Ça marche très bien. Alors, exercice pratique. Latin captiare. Latin captiare, K à l'initiale. On va donc avoir che. Et ptieu donne se. Donc latin captiare donne chasser en français. Vous me suivez? Captiare, initiale K, che, groupe ptieu, se. Donc chasser. Alors, comment dit-on chasser en normand? Caché. Caché. Eh oui, chasser. À la place du che, en normand, on a un que, donc K. À la place du se, on a che, donc caché. En Picardie, encore il y a quelques années, j'ai dit à un gamin, où est ton père? Et il m'a dit, il est à la cache. À la cache. Donc, chasser en normand, c'est cacher. Et qu'est-ce que cacher a donné en normand, en anglais? To catch. Avec une évolution sémantique, puisque de chasser, on est passé à attraper. Mais le mot anglais catch, c'est le normand cache. Et cache, c'est le français chasse. Oui, je ne suis pas fou, je vous promets. Et je pourrais l'être. Voilà. Dernier exemple, et ça c'est vraiment spectaculaire, les mots franciques en ouë ont donné des mots français en gueux. C'est-à-dire que les gallo-romans ont entendu un ouë dans le gueux. Donc toute une série de mots, comme wardian, francique en gueux, en ouë, ont donné gueux, gaieté. Mais en normand, le ouë est resté ouë. Ça va? Et donc, au lieu d'avoir gaieté en normand, on a waité en normand, d'où l'anglais wait. Ce qui fait que l'anglais paraît très proche des langues germaniques parce qu'il a un ouë à l'initiale, mais ce ouë, ce n'est pas du tout un ouë germanique, c'est un ouë qui est devenu un gueux en français et qui est redevenu un ouë. Vous me suivez? D'accord. Voilà. Et wardrobe, c'est garde-robe. Ward, garde, garder français, warder en picard, et en picard en normand, warder, hein, normalement ça se dit, bien sûr, wardrobe. Donc en fait, le ouë, si fréquent à l'initiale des mots anglais, n'est ni saxon ni germanique, il est normand. L'anglais, c'est du normand bien prononcé. Alors, autre trait. Oh, voilà. Oh, tiens. Il manque. Ah oui, non, c'est. Aïe, 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 oui, c'est ultra moderne, ça va faire ligne à ligne. Ah, d'accord. Excusez-moi, c'est une technique qui me dépasse. Voilà. Alors, un des traits aussi de cet emprunt massif, c'est ce que j'appelle les allers-retours. Ça, c'est vraiment très intéressant. Parce que le français a donné à l'anglais tout son vocabulaire de la modernité, en quelque sorte, qui a permis de faire du commerce, de l'administration, de la justice, ainsi de suite. Bon, pendant des siècles. Ce qui se passe actuellement, c'est un phénomène presque inverse, c'est-à-dire que la langue française adopte des mots anglais qui traduisent une certaine modernité dont nous manquons, ou dont nous croyons manquer, ma chère amie, le noble Pinson, dont nous croyons manquer. Et donc, nous allons prendre des mots anglais et pour énoncer une modernité. Mais comme ces mots anglais sont la plupart du temps des mots français, on a ce que j'appelle un
partie de tennis au-dessus de la Manche. Des mots français sont passés en anglais. Quelques siècles après, ils nous reviennent. Alors bien sûr, entre-temps, ils ont évolué en anglais. Ils ont évolué morphologiquement, ils ont évolué sémantiquement aussi. Et donc, nous ne les reconnaissons pas. Souvent, ils sont dans un autre sens. Dans un autre sens, c'est un bel exemple d'échange entre deux langues. Budget. Alors, budget. On avait les Gaulois, qui étaient pratiques, avaient inventé un sac de cuir très solide dans lequel on pouvait mettre beaucoup de choses et donc des documents en particulier. C'est bulk. Les Romains impressionnés, de même qu'ils ont emprunté aux Gaulois la ruche, la chemise, le pantalon, la braguette, ainsi de suite. Ils ont adopté ce sac, d'où le latin bulga, qui est passé donc du gaulois au latin général. Ce mot latin est venu en Gaule et il est devenu le français bouge. Le français bouge, qui en ancien français désigne une petite bourse, puisqu'entre-temps, le sac gaulois s'est réduit à une petite bourse. Alors, qu'est devenu le mot bouge? Alors, petit excursus, c'est qu'il est devenu d'abord une évolution intéressante, puisque la petite bouge a désigné ensuite une pièce ronde, puis une petite maison ronde, puis une petite maison mal tenue. Hein, c'est un bouge. Voilà. Donc ça, c'est l'évolution française. Un bouge, c'est une maison mal tenue, mal famée aussi bien. Mais le mot bouge est passé en anglais pour désigner une bourse. Mais comme on était dans un esprit de réduction, c'est le diminutif qui est passé à l'anglais. Bougette. Et une bougette dans le français d'Angleterre, c'est une petite bourse. C'est devenu l'anglais budget. Et budget, pendant des siècles, a désigné une petite bourse en anglais, où on met son argent. À partir du XVIIIe siècle, le chancelier de l'échiquier, chargé de préparer ce qu'on appellerait, monsieur l'ambassadeur, la loi de finances, voilà, disait qu'il allait open the budget, c'est-à-dire ouvrir la bourse. Du coup, budget a désigné la loi de finances, la loi de programmation. Et le mot est repassé en français au XIXe siècle pour désigner la loi de finances, ou du moins, en général, après les crédits dont on pense disposer dans l'année qui vient. Je résume à peu près le mot budget. Et le mot budget est un mot français dont on avait besoin, il est devenu un mot tout à fait français. On a oublié que c'est un mot gaulois. C'est un mot gaulois qui est passé par-dessus la Manche. Ah oui, ça marche, c'est incroyable. Voilà. Alors, un autre exemple qui m'énerve, car j'entends beaucoup de gens dire « c'est un challenge ». Hein? Alors, si vous entendez quelqu'un dire « c'est un challenge », frappez-le. Mais avant de le frapper, dites-lui qu'il est stupide ou elle est stupide, car on a un latin « calumniare », dénoncer frauduleusement quelqu'un. Voilà, calumniare, alors a donné par calque la calomnie, bien sûr, laissons de côté, mais calumniare a donné un verbe médiéval qui est le verbe challengier. Des chevaliers se jettent un défi, ils se jettent un challenge. Challenge ou challonge, on a une forme challenge en ancien français. Le mot est passé en anglais, challenge. Pendant des siècles, cela a désigné en anglais un défi, une provocation. Et puis, comme c'est un grand peuple sportif et qui nous a donné tout son vocabulaire du sport, challenge en anglais a pris le sens de tournoi. Et il est arrivé en français à la fin du XIXe siècle comme un challenge. Et puis, la mode anglo-man se développant, on a prononcé un challenge. Et depuis les années 1960, le mot a quitté le sens du sport pour prendre le sens de défi, provocation. Et donc on entend des abrutis dire un challenge. Un challenge, alors au moins qu'ils disent un challenge, comme au XIIe siècle. C'est un challenge. Si on ne veut pas dire un défi, une provocation, ainsi de suite, si on ne veut pas dire un tournoi,
une compétition, un championnat, au moins qu'on dise un challenge. C'est un beau mot médiéval qui est passé par l'anglais. Vous en voulez encore? Bien sûr. Oui. Alors, j'ai parlé d'une partie de tennis au-dessus de la Manche. Ça, c'est très joli. Vous savez que les Français, avec Charles d'Orléans, qui a été 20 ans en prisonnier après Azincourt, Charles d'Orléans a importé le jeu de paume en Grande-Bretagne. Et Charles d'Orléans, tout en captivité, jouait tous les jours au jeu de paume. Et on a donné le jeu de paume aux Britanniques avec tout le vocabulaire, et en particulier la façon d'annoncer le service. On annonçait le service en criant « tenez », du verbe impératif, du verbe tenir. « Tenez », « tenez ». Les Anglais ont entendu « tennis ». Tennis. Alors, écrit d'abord en Middle English « tenez », EZ, donc on a bien l'étymologie, puis le E s'est fermé en is, on a eu le lawn tennis, tennis sur gazon, puis tennis, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en fait, le mot est revenu de Grande-Bretagne, c'est à la fois la transformation d'un sport, le vieux jeu de paume que l'on avait importé en Grande-Bretagne est devenu le tennis, et le cri du service « tenez » a désigné le sport, le tennis. Et donc, on a toute une série de jeux aller-retour. Vous en voulez encore, vous allez en avoir. Alors, bon, je vais vite parce que je ne sais pas combien de temps Jean... Ah oui. Donc, l'estiquette, ancien français estichier, qui veut dire planter un poteau, a donné l'estichiette, qui est le poteau, et le mot que l'on écrit au sommet du poteau, estichiette. En normand, estiquette, puisque le che est un cœur normand. Vous me suivez? Maintenant, vous connaissez la phonologie du normand parfaitement. Donc, normand, estiquette. Estiquette, qui, d'une part, est revenu en France sous la forme étiquette, mais qui est passé en anglais sous la forme ticket, avec une affairesse bien connue. Et le ticket, c'est ce qu'on attache au sommet d'un poteau, et après, le billet d'entrée pour entrer dans un spectacle ou autre. Donc, le ticket est revenu d'une façon que nous n'a pas, cette fois-ci, qui est acceptable, puisqu'il désigne une réalité nouvelle, c'est-à-dire le billet qui permet de monter dans un train. Le vocabulaire des chemins de fer vient de l'Angleterre. Alors, maintenant, exercice pratique. Latin vox, la voix, a donné le verbe vocare, qui signifie appeler, puis convoquer quelqu'un au tribunal. Puis, quand ce quelqu'un est au tribunal, il témoigne. Donc, vocare, c'est témoigner. Vocare a donné l'ancien français voucher. Et un voucher, c'est un témoignage. Qu'est-ce que ça donnait en Angleterre? Le voucher. Le voucher. Récemment, j'achetais un voyage à une voyagiste par téléphone, et elle me dit « Je vous envoie par mail votre voucher ». Je dis « Pardon, je vous envoie par mail votre voucher ». Je dis « Non, madame, mon voucher ». Elle me dit « Ah bon ?» Je dis « Oui, madame, latin vocare a donné l'ancien français voucher, et ça donnait voucher ». Et là, j'ai cru qu'elle allait appeler le SAMU de psychiatrie. Elle a raccroché en disant « Il est fou, il est fou ». Mais c'est fabuleux, c'est-à-dire que l'anglais international a donné à toutes les langues du monde, maintenant dans la modernité des voyages, des vouchers. En Italie, on a des vouchers, en Allemagne, des vouchers. Qu'est-ce que c'est que voucher? C'est un vieux verbe de la féodalité, du droit féodal. Le voucher, latin vocare, c'est le témoignage, celui qui va témoigner en justice. Pourquoi? Alors l'explication est très simple, c'est qu'en anglais, voucher, témoignage, a vécu sa vie sémantique et est devenu la preuve que vous avez fait quelque chose, dont la preuve que vous avez payé. Et dans l'anglais des États-Unis, voucher est la preuve que vous avez prépayé un hôtel, un avion, et ainsi de suite. Ce qui est une évolution tout à fait intéressante. Et donc, c'est revenu sous la forme voucher.
Alors qu'on dit, Madame le nom passant, on dit coupon d'échange, je crois. Le terme officiel, c'est ça? Je crois que les commissions de terminologie disent bon d'échange ou coupon d'échange. C'est moins chic que voucher, voilà. C'est moins chic que voucher, voilà. En tous les cas, voucher, c'est un mot du droit féodal. Exactement. Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre? Ah oui. Quand les scribes médiévaux anglais dessinaient un arbre généalogique, ils faisaient des branches comme ça. Hein? D'accord? Et les branches ressemblaient à la trace laissée par une grue, l'oiseau. Et donc, on appelait les arbres généalogiques des pieds de grue. Pied de grue donnait le sens étymologique. Pied de grue, en normand, c'est P de grue. P de grue. Qu'est-ce que ça donnait en anglais? Pedigree. Pedigree. Le pedigree, c'est au départ l'arbre généalogique d'une race animale. Hein, d'abord pour les chiens et les chevaux. Et le terme est revenu en français au XIXe siècle pour les chevaux. Et ensuite, le mot est devenu très général puisqu'on parle de son pédigré. Encore, c'est facile, le coche. Le coche est conduit par un cocher. Le cocher, c'est celui qui dirige, qui guide. Qu'est-ce que cocher a donné dans le coach? Donc, ceux qui sont fiers d'avoir un coach de sport ou psychologique, eh bien, ils ont un cocher, mesdames et messieurs. C'est bien, hein? Vous êtes content de votre cocher? Il est bien? Il n'est pas trop cher? D'accord. Rêver. Rêver. Ancien français, raéver. A donné rêver. Ancien français, raéver. En normand, raver. Raver. Rêver, mais aussi faire du bruit, s'amuser, etc. L'anglais? Rave. Donc, la rave de nos ados qui vont faire la fête dans un lieu incongru et inattendu, c'est le vieux rêve médiéval, tout simplement, qui est revenu sous forme de rave. Et enfin, le dernier, parce qu'il est magnifique, Grammatica. Grammatica, la grammaire, le livre de grammaire, a donné Grammari en ancien français, refait en grammaire. Et Grammari a donné en Normandie Glomari. Et c'est le mot glomari qui est passé à l'anglais, au sens de traité de grammaire, puis... Non. Puis livre difficile, puis livre de magie, puis magie, puis attrait sexuel. Là, la glamour. Ah, ça c'est bien ça. La glamour, c'est-à-dire la glamour des stars hollywoodiennes, mesdames et messieurs, c'est de la grammaire. Et voilà, la glamour de la grammaire, c'est merveilleux, merveilleux. Alors, on arrive, Boucher, il était là, voilà. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, et ça sera ma dernière partie dans les 2 heures qui viennent, le français, passé en Angleterre, a beaucoup évolué. Non seulement il a évolué, mais il est devenu créateur. Et ce qui est intéressant, c'est que, et là, les linguistes, dont je crois, ont manqué une chose, et c'est la deuxième thèse de mon livre, c'est-à-dire que les linguistes se sont intéressés au français en Angleterre tant qu'il était langue maternelle, parce que pour un linguiste, une langue, c'est ce qui est transmis de la mère au nourrisson. À partir de 1260, les linguistes ne s'intéressent pas trop à cet anglais, à ce français, parce qu'il est appris à l'école, donc c'est une langue artificielle. Mais ils ont négligé une chose, c'est que la moitié des emprunts du français à l'anglais, la moitié au total, a lieu au XIIIe et XIVe siècle. C'est-à-dire à une époque où le français, normalement, est appris à l'école, n'est plus langue maternelle, est en plein déclin. Eh bien non, il connaît son apogée. Il connaît son apogée à la fin de la période. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il devient une langue efficace, apprise certes à l'école, mais efficace, qui
dit la modernité technique dont les îles britanniques ont besoin. Et ce français non seulement est vivant, mais il se développe, il s'adapte. Jusqu'ici, c'était une langue importée, avec son sémantisme. Ici, à partir de 1260, on a une vraie langue dynamique qui crée des mots. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, j'en ai quelques-uns ici. Tout le monde ici, dans une gare ou dans un aéroport, a vu les panneaux « Arrival, Departure ». Tout le monde ici s'est dit « Tiens, on dirait des mots français ». Mais qui s'est dit « Oui, mais ce sont des bizarres mots français, des très bizarres mots français ». Parce qu'en français, on ne dit pas « arrivaille » et « départure ». Vous voyez ce que je veux dire? Et ce n'est pas attesté. Or, dans le français d'Angleterre au XIVe siècle, sur le modèle de semaille, retrouvailles, on a créé les arrivailles. Et dans la foulée, le mot est passé à l'anglais. De même, dans le français d'Angleterre, et seulement dans le français, le suffixe « ur » a désigné une action. Ici, en France, ailleurs, le suffixe « ur » désigne le résultat, balayer, balayure, mais pas l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Pratiquement, crever, crevure, vomir, vomissure, ainsi de suite. Ça marche. En revanche, dans le français d'Angleterre, on a écriture au sens acte d'écrire. C'est bien attesté, ainsi de suite. Et donc, ce français a créé le fait de partir, c'est-à-dire la départure. Ce n'est pas du tout une importation, c'est une création locale. Et cela donnait arrival and departure, qui sont bien empruntés au français, mais au français d'Angleterre, qui me fascine parce qu'il est extrêmement productif. Et on en a toute une série. Bachelor, le bachelier en ancien français, il y a des médiévistes ici, c'est le jeune chevalier. Non encore le jeune homme, pas encore chevalier, pas encore adoubé, mais en français, bachelier n'a pas le sens de célibat, du tout. Il l'avait, et c'est attesté, en anglais. On a des tests où il n'était pas marié, il était bachelier. Et donc, le bachelier en Angleterre a pris le sens de célibataire, d'où l'anglais bachelor. Je les prends à clock. Clock, tout le monde a reconnu du normand, pour cloche. Hein? Clock, c'est le normand cloche, puisque vous savez maintenant que le que correspond au che français. Vous êtes spécialiste du dialecte maintenant. Et donc, à partir de 1370, on importe en Angleterre des horloges mécaniques sans cadran avec une clochette qui sonne les heures chez soi. Et donc, ces horloges, on les appelle des cloches, des clocks. Des clocks. Et clock en anglais prend le sens de horloge. Et seulement en français, une cloche reste une cloche en français. Mais en anglais, cloche devenue clock désigne une horloge. Et on a, dans ce français seulement, attesté, il était 8 heures de cloche, 8 heures de clock, 8 o'clock. Le 8 o'clock ou le 9 o'clock anglais, c'est la traduction du français, il était 8 heures de clock. Et le O. Oh, ah ben le O, oui, ben le O c'est off. Il faut bien qu'il reste un peu de saxon quand même. Alors, on va leur laisser aux saxons quelques prépositions, quelques verbes basiques, hein, le squelette, mais la chair, c'est nous, bien sûr, bien sûr. Là aussi, coin, le coin, je parle devant un éminent numismate, le coin n'a jamais donné par métonymie dans le français continental le résultat. Jamais. Hein, le coin reste un coin. Tu es d'accord, François? Dans le français d'Angleterre, et c'est attesté, puisque dans un texte français, on dit « il faisait faux coin », fausse monnaie. Donc, bien attesté. D'où l'anglais « coin » qui désigne la pièce. Et première attestation, comme d'habitude, chez Chaucer. Chaucer atteste, qui a écrit une langue francisée, atteste tous ces mots qui ont pris un sens nouveau dans le français d'Angleterre.
Alors, où j'en suis? Oh, il faut avancer quand même. A custom, hein, custom, c'est la coutume, d'où les droits coutumiers, d'où l'endroit où on paye les droits coutumiers. Ça, dans le continent. Mais seulement en Angleterre, ça a désigné l'endroit où on paye les droits d'importation. D'où l'anglais custom qui désigne la douane. On n'a aucune attestation sur le continent. Custom, c'est la douane. L'endroit où on paye les droits de douane coutumiers. Ah, dungeon, extraordinaire. Le donjon, c'est la tour maîtresse d'un château. Partout. Dans le français d'Angleterre, pour une raison qu'on ne comprend pas, donjon s'est mis à désigner un cachot souterrain. On a de très beaux attestations. Le roi descendit dans le donjon. Impossible à comprendre ça. Il descendit au plus profond du donjon. Et que signifie dungeon en anglais? Cachot souterrain humide. C'est bien ça. Hein? Dungeon, un cachot souterrain humide. Seulement en anglais. Grape, magnifique, hein? la grappe de fruits. Dans le français d'Angleterre, on a aussi une bonne attestation, désigne la grappe de raisin. D'où grape. Grape. Et seulement en anglais, grape, c'est l'île de raisin. J'avance, grocery. Hein, un grossiste, qu'on dirait en France. Grossiste, une grosserie désigne une épicerie dans le français d'Angleterre. D'où l'anglais grocery, directement. To impeach, empêcher. Dans le français des juristes de Londres du XIVe siècle, on empêche un roi ou un prince. On le démet de ses fonctions. D'où l'anglais to impeach. Et puis, alors, travel, formidable. Tripalium, outil de supplice, donne le travail, c'est-à-dire le travail de la femme qui accouche ou de la personne qu'on torture. On est passé après à labeur, sens de labeur. Le travail a pris le sens de labeur. Mais de la fatigue que l'on ressent, dans le français d'Angleterre, là aussi couramment attesté, on est passé à la fatigue due au voyage. Et ensuite, par métonymie, au voyage lui-même. Et c'est seulement dans le français d'Angleterre que travail a désigné le voyage. D'où le anglais travel. On dit travel ou on dit journey. Journey, c'est le voyage d'une journée. Alors, au total, on voit ce fabuleux destin du français d'Angleterre, qui donne à l'anglais près de la moitié de son vocabulaire, qui lui donne tout le vocabulaire essentiel pour dire la modernité et travailler, et qui est d'autant plus dynamique qu'il n'est plus langue maternelle, au grand chagrin peut-être des linguistes, en particulier du XIXe siècle, et il est langue d'école. C'est-à-dire qu'en fait, on a un français qui s'adapte totalement. Le français d'Angleterre des XIIIe, XIVe siècle invente suffixation, préfixation, sens nouveau. Il est la langue dont a besoin la Grande-Bretagne. C'est dans ce français qui est celui de Chaucer. C'est le français dont on a besoin pour faire du commerce, l'administration, de la politique, pour prier, pour penser, ainsi de suite. Et ce n'est pas un hasard parce que par ailleurs, ce français langue seconde appris à l'école a une dynamique interne, mais par ailleurs, il est une expansion telle que d'une part, il donne lieu à une très grande littérature. Cette littérature des XIIIe siècle, elle est en grande partie écrite dans la possession britannique. Mais surtout, elle donne naissance à deux choses qui ont connu un grand destin. D'une part, l'enseignement du français, car il faut apprendre le français à l'école. Et donc, on crée les premiers manuels d'enseignement du français. Chaucer, il a appris le français à l'école. Et deuxièmement, la grammaire française. Au grand chagrin des grands républicains, des grands maîtres de la Sorbonne républicaine jacobine, les premiers traités de grammaire sont en Angleterre, le Donat, de Barton, ainsi de suite, parce qu'il faut des manuels. Il faut
que toutes les professions à l'école apprennent le français, enfin tous les futurs, pour tout le futur métier, on apprend. Et donc on a un développement du français au XIIIe et XIVe siècle en Angleterre stupéfiant, puisqu'on a des traités d'orthographe, des traités de grammaire et des manuels. C'est-à-dire qu'en fait, on a là un français qui est dynamique, qui est langue seconde, j'insiste, qui est dynamique, qui sait s'adapter, qui est doté d'outils d'apprentissage. Au fond, le français au XIIIe et XIVe siècle est dans une situation tout autre qu'avant. Avant, c'était la situation coloniale, la diglossie. L'aristocratie a sa propre langue natale, maternelle, elle l'impose au peuple. Après 1260, il n'y a plus d'imposition, on n'est plus dans le vertical, on est dans l'horizontal. C'est-à-dire que les Britanniques ont le choix en deux langues. La langue familiale, l'anglo-saxon, qui s'est beaucoup coloré de français, et puis ce français dynamique, second, qui sert à travailler, à gérer, à administrer. Et ça, cette situation, on la connaît. On la connaît depuis 1960. C'est-à-dire, cette situation, elle s'appelle la francophonie. C'est-à-dire que la francophonie, c'est bien ça, c'est-à-dire une langue française qui n'est plus en situation coloniale, qui est en situation de choix, et elle permet à des pays de se développer grâce à une langue seconde, une langue que l'on sait équiper, que l'on protège, qui donne lieu à des agences universitaires. On a une situation horizontale de bilinguisme et non pas de diglossie, où il y a la langue du pays et que l'on aide à se développer, et puis une grande langue internationale qui permet d'aller à l'université, de devenir ingénieur, médecin, ainsi de suite. Et donc, pour résumer, la francophonie ne fut pas inventée dans les années 60 par Senghor, Bourguiba, Niori. Elle fut inventée par quelques scribes médiévaux et quelques penseurs médiévaux dans l'Angleterre des XIIIe, XIVe siècles. Je vous remercie.